Donc, rebonjour, me voilà encore prenant le micro. C'était pour faire une petite annonce par rapport aux activités qu'on donne. Donc, on va faire comme ce matin. Je passerai la parole à l'animatrice Amélie qui est ici pour le traduire en anglais. Donc, comme vous le savez, nous sommes une petite communauté ici à Sherbrooke, donc Women Tech Maker Sherbrooke. Donc, So we'll do a little bit of a promotional message before we start on our group, which is Women Tech Makers Sherbrooke. Ok. Donc ça, on l'avait dit tout à l'heure. Oui, c'était pour. Je rappelle quand même de le respect, mais je vois que on n'a pas bien de le signaler. Donc, on remercie aussi les commanditaires pour l'activité, donc l'Université de Sherbrooke, l'Institut Quantique et Google. So we're once again thanking our sponsors, University of Sherbrooke, the Quantum Institute, and Google. Donc aussi, on en profite pour remercier toutes les présentatrices et présentateurs. So thank you to all the presentators that did a talk today. Donc ça, c'est un petit mot que le mot femme, lorsqu'il est inséré devant quelque chose, a toujours une note de surprise. Femme CO, donc femme pilote, femme chirurgien, comme si le genre impliquait une surprise. Un jour, il n'y aura plus de femmes leaders, il n'y aura que des dirigeants. So this is a quote from Sheryl Sandberg, which is the word woman, when it is inserted in front of something, always has a note of surprise. So like woman COO, woman pilot, woman surgeon. Like if the word implicated a surprise, and one day there won't be any woman leaders, there will just be leaders. Là, je rejoins la dernière présentatrice. Et effectivement, étant donné que je suis aussi Woman Tech Maker ambassadrice, donc je vous partage l'information que pour appliquer, pour être ambassadrice, c'est toujours ouvert. Donc, c'est accéder au contenu exclusif réservé aux membres, avant-goût des événements à venir, comme par exemple Google I.O., d'autres événements comme ceci. Connecter avec d'autres femmes comme vous. Donc, à titre indicatif, moi, j'ai pu rencontrer de très belles personnes pour lesquelles on reste en contact. Entre autres, je vois Erika, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Et Mike, bien évidemment. So these are some informations for Women Tech Makers, because Nadia here is an ambassador for Women Tech Makers. So just to say that if you want to subscribe to the program, it is still open and accepting members. So it allows you to make new connections with new people, meet new people, and make new long-lasting friendships that last through the ages and through the conferences, and do lots of events like Google I.O., for example. Donc, on va continuer les présentatrices. Yes, so we'll get to the next presentation. OK, donc... OK, donc pour la prochaine présentatrice, il s'agit d'Elisabeth Robert, qui est une étudiante en 3e année au baccalauréat en biologie de l'Université de Sherbrooke. Donc, son dernier stage lui a permis de développer un intérêt envers la bioinformatique, et c'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. Donc, accueillez chaleureusement, please welcome Elisabeth Robert. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes premiers pas en bioinformatique. Comme Amélie l'a mentionné, je suis en 3e année au baccalauréat, donc c'est mes débuts encore, mais j'ai encore beaucoup à apprendre et je voulais vous partager mon parcours jusqu'à présent.
Donc, depuis que je suis très jeune, je savais que j'avais beaucoup d'ambition et je voulais faire des études de graduée. Mais avant ça, je pensais que je voulais être vétérinaire et comptable à la fois. Et je pense que ça dénote de mon ambition et le fait que je voulais devenir vétérinaire, ça se rattache un peu à la biologie vu qu'il y avait un côté animal. Également, le côté comptable, ça se rejoint avec vouloir comprendre des choses abstraites et une facilité pour les mathématiques, ce qu'on peut retrouver aussi en informatique. Également, c'est ma première conférence aujourd'hui, donc merci. J'ai décidé de faire ça puisque pour moi, c'est important pour la science de partager nos connaissances et notre parcours. Lors de mon dernier stage, j'ai eu une discussion avec mon superviseur où est-ce qu'il m'a dit que même si on fait la meilleure science dans notre laboratoire, si on n'est pas capable de la partager efficacement à l'oral et à l'écrit, ça n'a pas vraiment une grande importance qu'on fasse ça, puisque la science, ça se fait plutôt en collaborant et en construisant par-dessus ce qui a déjà été fait. Donc, pourquoi est-ce que je me suis intéressée à l'informatique? Il faut savoir que mon père est ingénieur en informatique et que dès un très jeune âge, il m'a motivée à apprendre ça. Mais moi, je n'étais pas intéressée. Puis, au secondaire, j'ai fait un cours de programmation seulement sur une année. Puis, on apprenait avec des tutoriels YouTube, des petits logiciels comme Scratch, où est-ce qu'on peut visualiser d'une manière plus agréable la programmation. Mais je n'avais pas un grand sentiment d'apprendre et surtout, je trouvais que la professeure n'était pas tellement en mesure de nous aider, donc je n'ai pas voulu continuer ça par la suite. Mais maintenant, c'est par un sentiment de nécessité que j'ai décidé d'y intéresser, puisque la biologie devient de plus en plus informatisée par l'émergence de la bioinformatique. Un exemple de ça, c'est la manière de laquelle on fait des liens entre les maladies et les microbes. Au 19e siècle, il y a M. Koch qui a établi les postulats de Koch. Dans ces postulats, il disait qu'un micro-organisme doit être le même chez tous les patients qui ont la même maladie. On doit pouvoir l'isoler en culture pure, puis réinfecter d'autres personnes volontaires ou des animaux, et puis reprendre ce micro-organisme, le trouver dans les personnes qu'on a infectées, mais pas dans les personnes saines. Mais il y avait plusieurs problèmes avec sa théorie, ses méthodes de faire, notamment qu'on n'est pas encore capable d'isoler plusieurs micro-organismes en culture pure. Également, on sait maintenant qu'il y a plusieurs micro-organismes qui peuvent causer une même maladie ou que des micro-organismes de la même espèce peuvent ne pas tous causer une maladie. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'associer des gènes de virulence, par exemple des gènes qui vont faire des toxines, aux maladies. Pour ce faire, il faut détecter ces gènes. Et ça demande des méthodes computationnelles. Ce qu'on fait, on regarde si un gène est présent chez toutes les personnes qui sont atteintes de la maladie ou chez tous les micro-organismes qui causent cette maladie. Puis, si on détecte le gène dans les micro-organismes qui ne causent pas la maladie, on doit prouver que c'est un gène qui est inactif. Également, on doit montrer que si on met ce gène dans une bactérie qui est non virulente normalement, elle doit devenir virulente. Et au contraire, si on l'enlève ou on l'inactive dans une bactérie ou une souche qui est virulente, elle doit devenir non virulente. Et puis, on doit la détecter chez les personnes qui sont malades. Et ça peut se faire par séquençage d'ADN ou d'ARN messager. Donc, le séquençage, c'est une technique qui nous permet de découvrir la composition du génome et de découvrir des nouveaux gènes. Mais c'est une méthode qui a généré beaucoup d'informations, puisque, par exemple, si on prend seulement le code génétique qui se retrouve dans une cellule, si on le déplie, ça va faire 2 mètres de long. Donc, si on a toutes nos cellules ensemble, c'est plusieurs fois l'aller-retour à la Lune d'informations génétiques qu'on a. Et ça fait une grande quantité de données. Également, les méthodes pour faire le séquençage ne sont pas toutes très précises encore. Donc, souvent, il faut faire l'expérience plusieurs fois, ce qui va faire encore une plus grande quantité de données. Et pour ça, on a besoin des méthodes comme la programmation. Donc, c'est ce qui m'amène à m'être inscrite à des crédits de recherche. C'est comme un cours qu'on fait dans un laboratoire en utilisant une situation réelle. Donc, je me suis inscrite au laboratoire de Michel Scott, au PRAC, qui travaille sur les SNO-RNA pour apprendre la programmation. Donc, je vais commencer par expliquer l'ADN. L'ADN, c'est ce qui compose nos gènes, et il y a 4 bases azotées qui la composent, dont A, adénine, T, thymine,
C, cytosine et G, guanine. On voit que normalement, A et T sont associés ensemble, puis C et G sont aussi ensemble. Maintenant, pour faire des protéines, on utilise l'ADN en premier, puis par la transcription, on arrive à de l'ARN. On peut remarquer que l'ADN a une double hélice, où est-ce qu'il y a des attaches entre les deux, puis l'ARN, c'est souvent un seul brin. Également, l'ARN a une différence avec l'ADN, c'est que le T dans l'ADN est changé pour un U, l'uracile, dans l'ARN. Ensuite, l'ARN va être transformé en protéines à l'aide des ribosomes par la traduction, puis ça va faire des protéines. On a longtemps pensé que c'était la seule façon de faire à partir de l'ADN, et c'était comme le dogme de la biologie moléculaire. Mais pourtant, seulement 2% des ARN sont des ARN messagers, donc ceux qui vont faire des protéines. Et tout le reste, c'est des ARN non codants. Et on a longtemps pensé que ça, c'était du junk RNA, donc qui servait à rien, qui était juste bon pour la poubelle. Mais ces ARN, maintenant, on a découvert qu'ils ont plusieurs fonctions, et c'est des fonctions qui sont très intéressantes et très importantes pour les cellules. Les SNO RNA, ARN SNO, font partie des ARN non codants. Donc, il n'y a pas de traduction qui a lieu. Ici, on voit un ribosome. Donc, au milieu, on a l'ARN messager, puis le hamburger, c'est le ribosome, et on a une protéine naissante qui sort derrière. Donc, ici, je vais vous montrer un petit peu la structure des SNO RNA. Les SNO RNA, c'est des petits ARN nucléolaires. Le nucléole, c'est la région du noyau où est-ce que les ARN ribosomaux, ceux qui forment le ribosome, sont en grande concentration. Donc, les SNO RNA, eux, vont faire des modifications ou participer à la maturation de l'ARN ribosomal. Donc, c'est pour ça qu'ils se retrouvent là. Les SNO RNA, on les a découverts ou on a commencé à les étudier il y a à peu près 50 ans. Puis, dans les 2 dernières décennies, on leur a trouvé plusieurs fonctions qui sont très intéressantes. Les SNO RNA de type CD sont en forme de d'épingle à cheveux. Donc, il y a une boucle. Puis, ceux de type HACA ont 2 boucles séparées de la boîte H et suivies de la boîte ACA. Les SNO RNA de type CD vont pouvoir lier 4 protéines, dont la fibrillarine, qui va servir à faire la méthylation sur l'ARN ribosomique. Et cette modification va pouvoir stabiliser l'ARN et permettre de décider sa localisation plus tard dans la cellule. Pour ce qui est des ARN SNO RNA type HACA, eux, ils vont pouvoir lier certaines protéines ainsi que la diskérine synthase qui va pouvoir faire des pseudo-uridylations dans l'ARN ribosomique. Oh, si je peux reculer. Okay. Donc, la pseudo-uridylation, c'est le changement de la base uridine en pseudo-uridine, ce qui est une isomérisation. Donc, la formule chimique est la même, mais c'est juste un changement de forme de la molécule qui se passe. Puis, ça a un effet également sur le ribosome. Donc, ici, on voit par exemple une méthylation qui se passe sur un ribosome. Les ARN SNO ont également plusieurs fonctions qu'on a découvertes. Les majeures fonctions, c'est celles que je vous ai parlé précédemment. Et ça, c'est la méthylation et la pseudo-uridylation. Mais on a aussi découvert que si on faisait disparaître dans une cellule la majorité des gènes qui sont impliqués dans la maturation et la modification des ARN ribosomaux, ça mène à la mort cellulaire. Donc, les SNO RNA sont très importantes. Donc, mon objectif dans mes crédits de recherche, c'était d'évaluer le lien entre les positions de SNO RNA et des SNP, selon différents types de SNO RNA. Mais qu'est-ce que c'est des SNP? Ce sont des petits polymorphismes qui affectent seulement une base dans l'ADN ou dans l'ARN. Puis, les polymorphismes, c'est des mutations qui arrivent normalement chez les individus. Donc, on voit par exemple la séquence qui est à l'extérieur du carré ou du rectangle est la même, mais chez différentes personnes, on peut avoir différentes lettres. Pour ce faire, j'ai utilisé le système de programmation Python et différentes librairies qui sont des collections de codes préécrites. J'ai utilisé par exemple Panda, qui permet d'analyser des données,
Matplotlib qui permet de faire des graphiques et PyBitTools qui est un petit peu plus spécialisé au domaine, qui permet d'analyser encore une fois des données génomiques. Et moi, j'ai utilisé pour trouver les points d'intersection entre les SNO-RNA et les SNP. Donc, les points d'intersection, c'est où est-ce qu'il y a le même endroit pour les deux. Je vais maintenant vous montrer quelques-uns de mes graphiques que j'ai fait avec Python. Donc, c'était mes tout premiers graphiques. Ils ne sont pas les plus beaux, mais c'était déjà un accomplissement pour moi. Pour faire mes graphiques, j'ai utilisé les données de la base UCSC pour les SNP et de SNODB pour les SNO-RNA. Donc, un de mes premiers graphiques, c'était de voir le nombre de SNP par SNO-RNA. J'ai tenu compte des SNP qui étaient sur les 2 brins d'ADN parce que j'ai réalisé que l'annotation était seulement sur un brin dans la base de données, mais que dans le fond, un SNP se réplique sur les 2 brins une fois qu'il y a lieu. Donc, on n'a pas besoin de faire abstraction ou de se fier vraiment au brin qui est annoté. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de SNO-RNA qui ont moins de 100 SNP. Et ça a beaucoup de sens, puisque les SNO-RNA ont une longueur moyenne entre 50 et 300 nucléotides. Donc, c'est très raisonnable. Puis même, c'est beaucoup comparé au reste du génome, puisque dans le génome, il y a environ 1 SNP par 300 nucléotides. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai fait une normalisation pour des SNP qui auraient tous une longueur de 100 nucléotides, puisque je voulais voir un petit peu mieux qu'est-ce que ça voulait dire. Donc, ici, on voit que parfois, il y a plus qu'un SNP par nucléotide. Et là, on peut se dire que c'est étrange. Mais en fait, des fois, dans la notation de la base de données, il pouvait y avoir plus qu'une mutation au même endroit si une mutation était de seulement un nucléotide, puis il y avait aussi d'autres mutations qui étaient un petit peu plus longues. Et j'ai également fait un autre graphique avec les mêmes données, un diagramme de quartier, où est-ce que là, j'ai ajouté un petit peu de complexité dans ma programmation. J'ai réussi à ajouter une légende et une petite écriture pour le minimum. Donc, on voit qu'il y a environ 30 SNP qui sont présents dans chaque SNO-RNA s'ils avaient une longueur de 100 paires de bases, ce qui est environ 1 sur 3 nucléotides qui est muté. Et ça, c'est quand même beaucoup. Ensuite, j'ai voulu voir si le nombre de SNP changeait selon le type de SNO-RNA ou des différentes catégories préétablies. Donc, j'ai regardé premièrement selon l'expression. Un SNO-RNA qui n'est pas exprimé, c'est comme un artefact dans le génome. Il ne va pas se retrouver à faire des modifications sur l'ARN, par exemple ribosomal. Donc, on pourrait se dire qu'il va avoir plus de mutations puisqu'il ne sert à rien, dans le fond. On pense qu'il ne sert à rien pour l'instant. Mais il y a juste une petite différence entre ceux qui sont exprimés et ceux qui ne sont pas exprimés, et c'est une différence qui est non significative. J'ai ensuite regardé selon la cible des SNO-RNA, et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de SNO-RNA dont on ne connaît pas encore la cible. Et je voulais voir un petit peu mieux le reste du graphique, donc j'ai enlevé ça. Puis, encore une fois, on a plusieurs fois des catégories qui ont l'ARN ribosomique parmi les cibles, mais on voit quand même un petit peu mieux. Et la majorité des SNP sont dans des SNO-RNA qui ont une cible dans l'ARN ribosomique. Ensuite, je me suis demandé, est-ce que les SNP pourraient être plus concentrés dans les régions fonctionnelles, les régions qui font des modifications, qui guident la modification dans les SNO-RNA? Donc, pour ça, j'ai modifié un document et ça m'a demandé beaucoup d'efforts pour enfin arriver à faire des graphiques. Ici, on voit qu'il y a une grande majorité des SNO-RNA qui ont des SNP dans leur boîte fonctionnelle. Donc, ça, c'était très intéressant. J'ai enfin appris à mettre des plus belles couleurs dans mes graphiques. Ça, c'était une grande réalisation pour moi. Puis, je l'ai fait en 2 couleurs différentes, donc c'est les mêmes données dans les 2 graphiques. Mais on voit que les boîtes fonctionnelles qui ont le plus de SNP, c'était les boîtes C, C', D et D', qui sont présentes dans les SNO-RNA de type CD, qui sont également les SNO-RNA les plus abondants. Donc, c'était comme prévisible. Mais je voulais quand même voir s'il y avait une différence par rapport à l'abondance générale des SNO-RNA de chaque type, et il n'y avait pas vraiment de différence. Ensuite, j'ai regardé selon le nombre de SNO-RNA qui ont des SNP et non le nombre de SNP dans les SNO-RNA. Et on voit une petite modification
Et maintenant, c'est les boîtes C, C', H et ACA à place des primes à la fin qui sont les plus nombreux. Donc, c'est intéressant de voir ça. Et ensuite, j'ai appris qu'on pouvait faire des graphiques avec des barres superposées de différentes couleurs qui représentent différentes choses pour avoir une meilleure vision des SnowRNA avec combien de SNPs chacun. Donc, à place de dire, mettons, il y a 100 SnowRNA qui ont des SNPs dedans, là, je peux dire, il y a un petit peu de SnowRNA qui ont de 0 à 10 SNPs. Donc, c'est plus précis et puis je peux catégoriser un petit peu mieux. Donc, en conclusion, je vous encourage vraiment à faire de la programmation ou à vous lancer à faire ça, puisque vraiment la plus grande étape, je pense, c'est de commencer, puis après ça, ça devient plus facile. Puis par rapport à mon projet avec les SnowRNA, j'ai découvert qu'il y avait quand même beaucoup de SNP dans les SnowRNA et surtout dans les régions fonctionnelles. Donc, je tiens vraiment à remercier le laboratoire de Michel Scott de leur accueil chaleureux, puis les organisateurs de l'événement d'aujourd'hui de m'avoir permis de faire ma première conférence. Donc, est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions pour Elisabeth? C'est un sujet qui est un peu différent. Oui, merci pour la belle présentation. Et merci aussi de donner ta première conférence ici au chapitre Human GDG Claude Sherbrooke. Ma première question, parce que moi aussi je suis en bioinformatique, donc ça m'intéresse énormément de voir ce parcours. En fait, on peut dire c'est une continuité de parcours de carrière, donc en tant que sur la paillasse, et mettant une paillasse devant, on va dire virtuelle, devant l'ordinateur. Je sais que tu parlais de difficultés. Est-ce que tu pourrais élaborer un peu plus par rapport à qu'est-ce qui a provoqué le blocage, selon toi, et puis maintenant, c'est quoi l'autre difficulté que tu anticipes? Merci. Est-ce que tu veux dire plus les difficultés comme à commencer à faire de l'informatique? Exactement, oui. Et je pense qu'il y a quand même un stigma autour de faire de l'informatique. Comme moi, je suis née dans la génération où est-ce qu'il y avait déjà ça. J'avais une tablette dans les mains presque. Puis on se dit, la nouvelle génération, ils vont déjà tout savoir. Mais dans le fond, on ne sait pas ce qu'il y a derrière l'écran, comment c'est fait. Puis ça paraît très gros pour nous. On se dit, ça a toujours été là, ça a toujours été comme ça, mais ça ne l'a pas été. Puis il y a des gens qui ont construit ça pour nous. Mais c'est un gros pas à faire, d'aller voir l'envers du décor, puis de comprendre comment c'est fait, puis de potentiellement pouvoir participer aussi à le construire. Parfait. Est-ce que je peux introduire une petite précision? Parce que souvent, je le ressens aussi envers mes étudiants. Des fois, quand je leur demande de jouer avec le code, j'ai l'impression qu'il y a un blocage même de jouer avec le code. Donc, est-ce que tu le ressens? Est-ce que... J'ai pas tellement modifié de code dans mon projet. J'ai plus utilisé du code préécrit, comme les fonctions dans Panda ou Matplotlib. Mais c'est ça, j'ai juste écrit des petits bouts de code. J'ai pas vraiment modifié du code. Mais j'imagine que peut-être que oui, j'aurais un blocage aussi par rapport à ça. Tu te dis, ça a déjà été fait, sûrement bien fait. Puis moi, je sais pas encore comment faire, donc je pourrais le rendre moins bien. Merci beaucoup pour ta présentation. Félicitations. Merci. Si ça peut te rassurer, moi aussi j'utilise jusqu'à maintenant, même si j'ai un doctorat en informatique, j'utilise Panda et j'utilise Matplotlib et d'autres librairies. Donc on ne commence pas forcément de zéro. On ne va pas coder avec des 1 et des 0 l'informatique à notre époque. C'est une bonne chose. Puis il ne faut pas hésiter à réutiliser le code qui existe, puis jouer, modifier. Tu as des erreurs, comprendre de tes erreurs, c'est vraiment très, très important. Parce qu'une fois cet apprentissage est fait, le code il va se répéter, c'est certain. Merci beaucoup pour ton commentaire. Puis, juste une question par rapport à la base de données que tu affiches et que tu analyses ici. C'est quoi la taille à peu près? Est-ce que tu connais? De la base de données, dans le fond, il y a 2123 SNP au total. Donc, pour chacun, on a
plusieurs catégories, comme s'ils sont exprimés, leur gène haute. Les caractéristiques. Ouais, mais ça se navigue quand même bien dans un document Excel. Comme j'ai déjà ouvert le document, puis c'est pas astronomiquement grand. Donc, je dirais que c'est pas une très grande base de données. Mais pour l'autre, celle de UCSC, toutes les SNPs, je pense qu'il y avait 44 000 SNPs, donc là, ça commence à être plus. Ça commence à être plus grand. Ouais. Et comment tu trouves ça, la recherche? Je trouve ça bien. Je trouve que moi, mon but en faisant de la bioinformatique, c'était de pouvoir l'appliquer, le ramener dans le wet lab, vu que c'est ça qui me passionne le plus en biologie. Donc, je voulais pouvoir analyser les données que moi, je génère. Mais oui, j'aime beaucoup être capable puis sentir que avoir la confiance de savoir que je suis capable de faire déjà un petit peu de choses en bioinformatique. Donc, j'aime ça. Super. Puis n'hésite pas à me contacter si tu as besoin d'aide pour la programmation Python. Merci. Bonne continuation.